Un très grand merci à toi, mon cher François. Merci de ces gentilles paroles de bienvenue, enfin plus que gentilles, aimables. Et puis merci à vous d'être là. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer. Je pense que nous vivons, je vous le dis tout de suite, deux révolutions qui vont changer nos vies davantage probablement dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. D'un côté, une révolution dont j'ai déjà parlé ici même il y a quelque temps, qui est ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est-à-dire la révolution de la famille moderne, mais qui a des conséquences sur la question du sacré et du sens qui me passionnent et sur lesquels je reviendrai quand même peut-être en quelques mots en conclusion. Et puis une révolution qui est la troisième révolution industrielle, qui est celle à la fois des biotechnologies, la médecine est en train de changer de manière inimaginable, et puis la révolution de l'économie collaborative avec Airbnb, avec Uber, avec Blablacar, avec toutes ces start-up, ces entreprises de l'économie collaborative qui fonctionnent sur cette révolution industrielle, sur la plateforme technologique de cette révolution industrielle, qui fonctionne avec notamment l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le traitement en temps réel du big data. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure parce que si on ne comprend pas cette troisième révolution industrielle, on ne comprend absolument rien au monde qui vient. Or, le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la nostalgie, dans la crise de l'idée de progrès. Et je voudrais commencer par là, dire quelques mots sur cette nostalgie dépressive qui envahit aujourd'hui aussi bien le monde intellectuel que le monde politique, à mon avis tout à fait à tort, c'est extrêmement dangereux. D'abord, sur le mot lui-même, nostos et algos, c'est pas pour être cuistre et vous parler grec, mais le mot est inventé en 1665 par un médecin suisse, le mot nostalgie, qui n'existe pas en grec. Il est forgé à partir de deux mots grecs, nostos, le retour, et algos, ça donnait par exemple antalgique, les antidouleurs, algos, c'est la douleur. Et la nostalgie, ce médecin suisse s'appelle Harder, voulait traduire le mot allemand Heimweh. Heimweh en allemand, ça veut dire le mal du pays. Et nostos algos, c'est le sentiment douloureux d'un paradis perdu. C'est le sentiment douloureux qu'on doit revenir en arrière. Nostalgie, c'est encore une fois toujours lié à un âge d'or perdu et à ce sentiment douloureux qu'il faudrait restaurer, au sens où on parle de restauration politique, revenir à un passé perdu qui était meilleur qu'aujourd'hui. J'avais un ami qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui, Lucien Gerfagnon, avec lequel j'avais écrit un livre sur le christianisme, qui était un grand penseur chrétien, et il avait écrit un petit livre qui s'appelait, pardon, je vous parle du grec et du latin, mais c'est vraiment pas pour faire cuisse, c'est simplement parce que c'est le titre de son livre. Le livre s'appelait Laudator Temporis Acti, ce qui en bon français veut dire éloge des temps révolus. Il traduisait de la manière suivante, l'ami Gerfagnon, il disait « c'était mieux avant ». Ah, c'était mieux avant, nostalgie. Nostalgie et Laudator Temporis Acti, c'était mieux avant. Et vous n'entendez que ça partout. Mes meilleurs amis dans le monde intellectuel, sauf Pascal Bruckner que j'ai entendu tout à l'heure et sur lequel, et nous sommes sur la même longueur d'onde lui et moi, nous pensons qu'il y a des formidables progrès, que aussi bien sur le plan écologique, alimentaire, on va évidemment 1000 fois mieux que dans les temps précédents, mais l'essentiel du monde intellectuel, et quand je regarde la campagne de la droite, c'est sécurité, immigration, terrorisme, tout ça est important, mais je vais vous dire, je vais vous l'expliquer aujourd'hui, ce sont les GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, qui vont faire le 21e siècle, qui font le 21e siècle, qui sont plus puissants que des États. Ce n'est pas Daesh qui fera le 21e siècle. Daesh, c'est un caillou coupant dans la chaussure. C'est très emmerdant, Daesh, mais ce n'est pas eux qui vont faire le 21e siècle. On a vaincu Hitler, on a vaincu Staline, on y arrivera aussi avec Daesh. En revanche, les GAFA sont en train de faire le monde qui vient sans que ni nos intellectuels, ni nos politiques, pour l'essentiel, ne soient capables de comprendre ce qu'il se passe. Un petit mot sur la nostalgie et sur les raisons de cette dépressivité française qui fait que nous sommes aujourd'hui au même niveau que l'Irak ou que l'Afghanistan en termes d'optimisme. Il y a des enquêtes fascinantes là-dessus. Je vous renvoie un petit livre de Claudia Sénic qui était venu derrière l'année dernière, qui s'appelle « L'économie du bonheur », où vous trouvez les classements du pessimisme par pays. On est 63e sur 63. Mais c'est hallucinant de conneries, pour dire les choses franchement.
alors qu'on a un pays merveilleux et qu'on est quand même 10 fois plus riche, protection sociale, liberté, émancipation des femmes, c'est autre chose que l'Arabie Saoudite ou que le Togo. Bon. Et donc on est là aussi pessimiste que les Irakiens qui sont ou les Syriens qui sont dans la guerre. Ça n'a pas de sens. La nostalgie est un sentiment qui est compréhensible au niveau personnel. Affectivement, je comprends la nostalgie. Je ne peux pas, j'ai 65 ans, je ne peux pas ne pas avoir la nostalgie de la campagne d'Auvergne de mon enfance, où il y avait encore des insectes partout, des écrevisses dans les marmites du diable, et tout ça était... et le soleil était plus brûlant qu'aujourd'hui. Brigitte Bardot était ravissante, Françoise Sagan écrivait un livre magnifique, Bonjour Tristesse, les films de Vadim étaient formidables, et il n'y avait pas Daesh, il n'y avait pas le sida. Je jouais de la guitare dans une Kneipe, c'est un bar d'étudiants en Allemagne, les jeunes filles n'étaient pas farouches et je jouais pas si mal que ça. J'étais pas plus moche et pas plus con qu'un autre, et tout ça était formidable. Et comme dit l'autre, en vieillissant, les raideurs se déplacent. Nostalgie. Je dis ça pour vous faire rire, mais soyons sérieux. Je reprends les années 60. La guerre d'Algérie est encore là. 500 000 morts, 35 000 dans l'armée française, 500 000 en tout. Je regarde le monde, la Chine, la révolution culturelle chinoise, 60 millions de morts. On a dit 20 tout à l'heure, c'est 60 millions. Je regarde l'espérance de vie. Alors j'ai écrit un livre autour de la question de l'espérance de vie. Ce n'est pas 20 ans de vie, comme l'ont dit nos amis tout à l'heure, qu'on a pris depuis 1900. Je vous donne les chiffres. 1900, l'espérance de vie des Français est de 45 ans. 1951, date de ma naissance et de celle de François, l'espérance de vie est de 62 ans. Aujourd'hui, en moyenne, hommes et femmes confondus, 82 ans. Le niveau de vie, j'emprunte le chiffre à quelqu'un qui n'est pas suspect d'être un apologète du capitalisme, Daniel Cohen, dans La prospérité du vice, grand économiste qui dirige le département d'économie rue d'Ulm, conseiller de Martine Aubry, donc pas un homme ultralibéral. Le vrai niveau de vie des Français depuis 1950 a été multiplié par 3. Donc en termes de niveau de vie, liberté des femmes, mes amis. L'autre jour, j'étais en Suisse, pour des raisons hélas parfaitement honorables, et j'étais invité dans un canton qui s'appelle l'Appenzell, et je demandais quelle était la date à laquelle les femmes avaient obtenu le droit de vote dans un pays ultra-civilisé et démocratique comme la Chine. Tenez-vous bien, mesdames, je parle du canton de l'Appenzell, le dernier canton, 28 avril 1991. Quand je dis ça à ma fille qui est née en 91, elle me regarde comme si je sortais de Jurassic Park. Et souvenez-vous, quand Giscard arrive au pouvoir, l'homme est encore évidemment le chef de famille et les femmes doivent demander l'autorisation à leur mari pour prendre la pilule ou même pour ouvrir un compte en banque quand on est sous un régime de la communauté. Donc, quel que soit le critère que vous preniez. Continuons. Je regarde le monde en 68 encore. Amérique latine, Videla, Pinochet, des centaines de milliers de morts dans des conditions de torture abominables. Je fais mes études en Allemagne, je vais à Berlin-Est, je regarde les pays de l'Est, c'est l'abomination de la désolation. Et puis, je reviens au cœur même de l'Europe et qu'est-ce que je vois ? Le régime des colonels grecs, c'est un régime néo-nazi. Franco est encore vivant jusqu'en 1974 en Espagne. Je ne peux pas aller en Espagne parce que mon père a fait la guerre avec Malraux. Il a monté l'escadrille d'Espagne et nous sommes sur la liste noire. La révolution des œillets n'est pas faite au Portugal. Tout ça a formidablement progressé. Bien sûr, il y a Daesh, il y a le sida, il y a des inconvénients, mais quelle époque n'en a pas ? Et soyons clairs, mes amis, être un jeune juif dans l'Allemagne des années 30, c'est quand même autrement plus rude que d'être un petit Français à Pau, à Paris ou à Berlin aujourd'hui. Donc arrêtons cette espèce de folie. Et je n'ai même pas parlé de la guerre du Vietnam, abomination de la désolation elle aussi. Et donc quel que soit le critère que vous... Et quand je sors de Paris, je fais mes études à Paris, j'habite à la campagne, quand je sors de Paris, je traverse Nanterre, la banlieue parisienne, il y a des bidonvilles encore partout.
Donc arrêtons cette connerie, je ne peux pas vous dire autrement, qui consiste à avoir la nostalgie des années 60. Oui, à titre personnel, je le comprends, encore une fois, à titre affectif, quand on vieillit, forcément, on a la nostalgie de son jeune temps. Mais objectivement, politiquement, intellectuellement, en termes de bonheur, en termes de bien-être, en termes de liberté, en termes de médecine, en termes d'espérance de vie, on a formidablement progressé. Et si nous n'aimons pas notre vie, prenons-nous-en à nous-mêmes. Nous sommes libres de réussir ou de rater nos vies dans ce pays qu'on appelle la France. Alors pourquoi il y a cette nostalgie? Deuxième point avant de rentrer dans le fond de cette troisième révolution industrielle qui est porteuse de progrès formidables et de dangers assez formidables aussi, au sens que Victor Hugo donnait au mot formidable. C'est important, grandiose, considérable. Il y a deux raisons pour lesquelles nous sommes entrés dans une crise de l'idée de progrès, en gros, dans les années 70, c'est-à-dire quand apparaît l'écologie politique. Il y a une première raison qui est très importante et que les philosophes allemands, certains philosophes allemands avaient analysé dans les années 70, c'est qu'il y a un paradoxe du nazisme. Écoutez bien ça parce que pratiquement personne ne vous le dit. On parle toujours du devoir de mémoire. Non, soyons clairs. Le nazisme nous pose un problème très particulier que pose l'islamisme aujourd'hui. C'est le problème du pays le plus civilisé du monde, avec le système universitaire le plus performant du monde, avec les musiciens, les écrivains, les intellectuels les plus grandioses qui soient. Heidegger, par exemple, plus grand philosophe du XXe siècle. Eh bien, le pays le plus cultivé qui soit est devenu le pays le plus barbare qui soit. Autrement dit, l'épisode nazi montre qu'on peut être extrêmement cultivé et être un salaud, un barbare. Ça n'a rien à voir. Au fond, ce qu'on découvre avec le nazisme, c'est que la culture et l'éducation n'empêchent pas la barbarie. Et ça prend à revers tout ce qu'on pensait depuis le XVIIIe siècle. On prête à Hugo la formule « ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Une formule que Hugo n'a d'ailleurs jamais utilisée, en tout cas on ne l'a jamais retrouvée à ma connaissance. Mais l'idée y est, évidemment. Dans tous les discours à la Chambre, Hugo plaide pour les progrès de l'éducation qui vont entraîner la régression de la barbarie. Eh bien, ce que le nazisme nous montre, c'est que ça n'a pas été le cas. Et c'est très difficile à penser et très désagréable. Exactement la même chose avec le fils en Algérie, avec l'islamisme aujourd'hui. Ben Laden est un homme était, puisqu'il est mort, un homme extrêmement cultivé. Il avait un doctorat d'une université américaine. Moi, je suis allé en 85 en Algérie. J'ai rencontré les leaders du fils algérien, Ali Belhadj, Madani. C'était des gens extrêmement cultivés, des gens qui avaient fait des hautes études. Et nous découvrons, c'est le nazisme qui l'a montré, mais l'islamisme le montre tout aussi bien aujourd'hui, que la culture et l'éducation ne sont pas forcément des remparts contre la barbarie. Crise de l'idée de progrès. Et puis, il y a une deuxième crise de l'idée de progrès, il y en a même à vrai dire une troisième, c'est que dans le contexte de la mondialisation, et c'est le problème numéro 1 de la politique actuelle, les leviers des politiques nationales ne lèvent plus grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ça veut dire que malgré tout, par rapport à l'époque du général de Gaulle, les leviers des politiques nationales sont beaucoup moins efficaces dans le contexte de la mondialisation, pour une raison de fond que je vous indique d'un mot, mais on pourrait y consacrer un séminaire d'une année et plusieurs livres. Le marché est devenu mondial, les politiques sont restées locales. Les GAFA sont plus puissants, Google, Apple, Amazon, Facebook, sont plus puissants et même beaucoup plus puissants que la plupart des États. Les sociétés civiles deviennent plus puissantes que les États. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsabilités, par exemple en matière de chômage, des politiques conduites par la France depuis quelques années. Et la preuve en est que si vous allez sur Eurostat, les statistiques européennes, vous verrez que 7 pays sont quasiment au plein emploi. Et on aurait pu en faire autant, si nos politiques n'étaient pas des branques depuis un petit moment. Eh bien, je parle de ceux qui étaient au pouvoir, je ne parle pas de mon ami François, évidemment. Ouf. Non, mais en plus je le pense sincèrement, ce n'est pas ironique. Mais on aurait pu faire mieux. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'une politique locale dans un marché global, ça marche moins bien qu'avant. C'est beaucoup plus difficile. Le problème politique fondamental, c'est comment retrouver des marges de manœuvre dans un monde qui globalement nous échappe de toutes parts aujourd'hui.
Vrai problème. Et c'est évidemment un très fort argument pour l'Union européenne, si elle fonctionnait mieux qu'aujourd'hui. Puis un troisième élément de la crise du progrès, c'est un fameux paradoxe qui porte le nom d'un économiste, le paradoxe d'Easterlin, Richard Easterlin, qui dans l'année 1974 publie une grande enquête qui montre qu'à la fois le niveau de vie des Américains a été énormément augmenté au cours du XXe siècle et que pour autant le bonheur ressenti n'est pas plus grand, ce qui va réjouir les écologistes parce que ça montre, en tout cas c'est censé montrer, parce que ce paradoxe va être très critiqué, il n'est pas forcément juste, mais en tout cas ça joue un rôle important dans l'idée que augmenter le monde de l'avoir, des possessions, ça ne rend pas forcément plus heureux. Et donc il y a tout un débat qui va s'organiser autour de ce paradoxe d'Easterlin sur la question de savoir si, comme on dit, l'argent fait le bonheur ou pas. En tout cas, la croissance et l'augmentation du niveau de vie. Et donc pour ces trois raisons, parce que dissociation entre barbarie et culture, parce que levier de politique nationale qui lève moins, parce que aussi paradoxe d'Easterlin, est-ce que la croissance et l'argent, est-ce que la consommation et le monde de l'avoir nous rendent plus heureux? Pour ces trois raisons-là, nous sommes rentrés dans une crise du progrès. Évidemment, les écologistes vont la synthétiser. Cette crise du progrès, ça commence déjà avec un rapport qui va avoir un écho mondial très important, que personne n'a lu parce qu'il est très difficile à lire, ou quasiment personne ne l'a lu, mais on en connaît le titre, 1972, le rapport sur les limites de la croissance, le fameux rapport Meadows, qui montre que le développement capitaliste va dans le mur, que la croissance n'est pas durable. Je laisse ça de côté, mais ces éléments-là convergent pour amener une crise du progrès. Et puis j'en rajouterai un dernier, parce que finalement je ne peux pas m'en empêcher. Il est évident que la France est un pays qui est devenu un petit pays, ou en tout cas une puissance moyenne, et que au XIXe siècle, la France était le phare de l'humanité avec l'Angleterre et l'Allemagne. On peut toujours discuter qui était le premier, mais enfin, on était un immense pays. Aujourd'hui, nous sommes un petit pays ou un pays moyen, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas un rôle essentiel à jouer dans le monde, mais ce sentiment de déclassement des Français, évidemment, ajoute au malheur français, à ce sentiment de dépression. Ce que montrent les économistes, c'est que quand on progresse, on est heureux. 92% des Chinois sont optimistes, 88% des Indiens sont optimistes, des jeunes Indiens, des jeunes Chinois, alors que c'est 17% des jeunes Français qui sont optimistes. Alors qu'évidemment, on est à un niveau de liberté et de bien-être infiniment plus élevé que les jeunes Indiens ou que les jeunes Chinois. Mais encore une fois, quand on progresse, quand on va vers le mieux, on est optimiste. Et quand on a le sentiment du déclin, on est pessimiste. Eh bien, ce sentiment du déclin est idiot. Il est absurde, très largement absurde, parce que nous vivons, comme je vous le disais en commençant, deux révolutions qui sont extrêmement prometteuses, qui sont magnifiques, qui sont passionnantes, même si la révolution industrielle est pleine de dangers. Révolution de l'amour, je la laisse de côté, j'en ai déjà parlé, j'ai consacré beaucoup de livres, je vous dis quelques mots sur cette révolution industrielle qui va avoir deux retombées, qui vont tout changer dans nos vies, tout. D'un côté, les biotechnologies, la révolution de la médecine, ce qu'on appelle le transhumanisme, et puis de l'autre côté, la révolution de l'économie, Airbnb, Blablacar, Uber, l'économie collaborative, qui ont la même plateforme techno-scientifique. Et je vous explique pourquoi. Et là, ce sont des vrais progrès, encore une fois, devant nous, avec, comme toujours, comme tout progrès, il y a une face d'ombre. Je ne connais pas de lumière sans face d'ombre. Mais ce n'est pas une raison pour aller pleurnicher et dire c'était mieux au XIXe siècle ou c'était mieux dans les années 60. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une révolution industrielle? Si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui, et c'est la première tâche de la philosophie, Hegel disait la philosophie, c'est son temps saisi dans la pensée. Ihre Zeit in Gedanken erfasst, son temps ramassé dans la pensée. Une révolution industrielle, commençons par là, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe. Une révolution industrielle, ça comprend toujours trois éléments. Gardez bien ça en tête. Et vous verrez, ça va s'enrichir pour faire un paysage cohérent. Trois éléments forment une révolution industrielle. Et une révolution industrielle, ça dure longtemps. Ça dure un siècle. Ce n'est pas une innovation parmi d'autres. Pour qu'il y ait vraiment une révolution industrielle, il faut trois éléments. Il faut premièrement qu'une nouvelle source d'énergie apparaisse. Il faut deuxièmement que cette nouvelle source d'énergie engendre de nouveaux modes de communication, des idées d'un côté, mais aussi des choses et des personnes. Communication intellectuelle, communication physique. Et puis il faut troisième niveau d'une révolution industrielle, il faut que ces deux innovations
commande une réorganisation complète de l'économie. Je vous donne tout de suite 2 exemples, puisqu'il y a eu 3 révolutions industrielles, avant de m'arrêter sur la 3e qui change tout. Premier exemple, 1769, Watt invente la machine à vapeur. Ça a l'air de rien. La machine à vapeur, je vais vite, elle est très rapidement couplée avec la machine à imprimer de Gutenberg. Ça vous donne les rotatives à rouleau, les machines à imprimer industrielles. Ça n'a l'air de rien. Communication des idées, c'est la naissance de la démocratie et de l'éducation nationale. Quoi qu'on pense de la presse, et j'en pense rarement du bien, sans la presse, il n'y a pas d'espace public démocratique. Quoi qu'on pense de l'éducation nationale et de la manière dont elle est gérée aujourd'hui, j'en pense encore plus de mal, eh bien, sans le manuel scolaire à bon marché, le livre à bon marché, pas d'éducation nationale. La presse et le livre à bon marché, ça commande la démocratie, l'éducation nationale, c'est une communication démocratique des idées à tout le peuple. Et ça n'est rendu possible que par le couplage de la machine à vapeur avec la machine à imprimer, les rotatives. Impression industrielle, bon marché. Et puis de l'autre côté, évidemment, on invente le train, la locomotive, et c'est le transport des marchandises et des personnes. Vous voyez les 2 modes de communication. Communication des idées, communication physique, matérielle. Et puis 3e niveau d'organisation, on voit apparaître les usines, les unités de production centralisées. Le contraire par avance de Uber et Airbnb, le contraire par avance de l'économie latérale, horizontale, collaborative. On est là dans des usines hyper centralisées, avec un big boss, avec une hiérarchie. Et donc on a là la grande sidérurgie, par exemple, en est le modèle, mais aussi l'industrie automobile. On a là, c'est très important, je vais très vite, mais c'est la naissance du monde ouvrier, la classe ouvrière, et c'est la naissance des grandes villes. Il y en avait avant, mais pas autant et pas sur le même mode. 2e révolution industrielle, on est exactement un siècle après. Et c'est très important de comprendre pourquoi ça dure un siècle. C'est épais dans le temps. Parce qu'il y a un moment de destruction des emplois anciens et il y a un moment de recréation des emplois nouveaux. Il y a un moment schumpeterien de destruction, pour parler comme les économistes, et un moment keynésien de recréation d'emplois et d'objets de consommation. Le meilleur exemple, je vous le donne tout de suite, 1831, la révolte des canuts. À Lyon. Les canuts, ce sont les ouvriers tisserands. On les appelait des canuts parce qu'ils avaient des cannes. Les grosses aiguilles dont ils se servaient pour tisser s'appelaient des cannes. Vous voyez encore ça il n'y a pas si longtemps, dans le sud de la France, quand les pêcheurs ravaudaient leurs filets avec des grosses aiguilles en bois, ça s'appelait des cannes. Ouvriers canuts. Qu'est-ce qui se passe en 1831 ? On importe la fameuse machine jacquard, machine à tisser. Quand j'étais gamin, il y avait encore des pulls jacquard, qui étaient très laids d'ailleurs. Mais... Enfin, chacun. Moi, je les trouve très laids, mais bon. Et donc, cette machine à tisser, évidemment, elle détruit les emplois des tisserands, c'est vrai. Ils ont raison, les malheureux. Ils se révoltent. Ils sont massacrés par la police. Vous allez à Lyon, il n'y a pas un bouchon lyonnais qui n'ait un plat qui s'appelle la cervelle de canut. Et c'est là que le mot sabotage, qui existait à peine, devient populaire, parce que ces ouvriers tisserands jettent les sabots dans les machines à tisser pour les détraquer. Et après, ils les jettent dans le Rhône et dans la Saône. Vous voyez ? Première révolte contre l'innovation technologique. Gardez bien ça en tête. Moment de destruction, moment de recréation. Aujourd'hui, vous avez exactement la même chose. Les hôteliers râlent contre Airbnb, les taxis râlent contre Uber. C'est le même modèle. 2e révolution industrielle, on est dans les années 1880, et dans les années 1880, Edison invente l'ampoule à filament. Il n'y en a plus, on a des LED maintenant, mais là on a l'invention de l'électricité, l'ampoule à filament, et puis immédiatement après, formidable, on a une 2e source d'énergie qui apparaît, c'est le moteur explosion. 2 modes de communication, des idées, c'est le télégraphe, téléphone, radio, télévision. Et puis, mode de communication des personnes et des choses, vous avez évidemment le train électrique qui va beaucoup plus vite, et puis la voiture, le camion et l'avion à hélice. Vous voyez comment ça marche ? Nouvelle organisation de l'économie, c'est l'apparition des multinationales. Sans téléphone et sans avion, pas de multinationales. Vous voyez ? 3e révolution industrielle, encore un siècle après. Et ne parlez pas de 4e révolution industrielle, c'est une ânerie. Il n'y en a que 3. Pour les raisons que je viens de vous dire, ça dure longtemps, c'est épais. La robotique et l'intelligence artificielle sont au cœur de la 3e révolution industrielle.
Il y a beaucoup de gens, de journalistes qui parlent de 4e révolution industrielle. À chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, alors pourquoi pas 5e, 6e, 7e? Non, on est clairement dans la 3e et elle est épaisse, elle prendra du temps, comme les autres. Et cette 3e révolution industrielle, elle est caractérisée par une nouvelle forme d'énergie, tout à fait énergique, si je puis dire, et tout à fait nouvelle, c'est l'intelligence, incarnée dans le monde industriel. C'est l'invention du web. Ne confondez pas le web et l'Internet, le web est une application du net. Le web est inventé exactement en 1990 par un Britannique qui s'appelle Tim Berners-Lee et par un Belge qui s'appelle Robert Cailliau. Et le web, c'est un modèle intellectuel. C'est l'idée de casser sur le net, sur l'Internet, qui existait déjà, ce qu'on appelle les silos, c'est-à-dire de mettre un langage commun sur le net, que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à n'importe quel point du globe. La toile, c'est le modèle de la toile d'araignée. Tout le monde peut communiquer avec tout le monde parce que ces deux chercheurs ont inventé un langage commun sur le net qui casse les silos. Et là, vous voyez apparaître à nouveau communication des idées, communication des choses et nouvelle organisation de l'économie. Et c'est ça qu'on vit. Communication des idées, c'est évidemment, avec le web, l'apparition des réseaux sociaux. Et puis pour nous, l'essentiel, c'est Google. Google, Instagram, Facebook, Skype, tout ça, communication des idées, communication virtuelle. On va communiquer les films, les livres, les textes, les images, tout ça. Pour nous, encore une fois, l'essentiel, c'est Google. Et puis communication physique, c'est l'Internet des objets. C'est très important, l'Internet des objets. L'Internet physique, c'est-à-dire l'Internet pour l'essentiel des capteurs connectés. Et donc il y a aujourd'hui 15 milliards d'objets connectés dans le monde. À la fin de la décennie, il y aura 300 milliards d'objets connectés. Il y en aura partout, dans vos godasses, dans votre chien, dans votre chat, dans vos enfants, dans les murs, dans le plancher. C'est ce qui permet par exemple à la voiture autopilotée de Google, la fameuse Google Car, elle est interconnectée. Cette voiture fonctionne parfaitement, elle n'a pas de volant, ça veut dire plus d'alcoolisme au volant en Bretagne, ou dans le Var si vous préférez, ou à Paris, enfin, ou à Pau, enfin, peu importe. Non pas parce que les gens ne boiront plus, mais parce qu'il n'y aura plus de volant. Et donc ils pourront boire autant qu'ils veulent. Ça veut dire plus d'accidents de la route, ça veut dire plus de permis de conduire, ça veut dire plus de parking dans les villes. Et encore une fois, cette voiture, elle a fait des millions de kilomètres sans accident dans la circulation, et grâce à ces nouvelles technologies, grâce à ces capteurs. En France, quand on parle de l'Internet des objets, on donne toujours l'exemple du frigidaire connecté. Je n'ai rien à foutre du frigidaire connecté. C'est celui qui sait qu'il vous manque du beurre ou du jus d'orange et qui le commande tout seul au G20. On n'en a rien à faire, ça n'a aucune importance. L'Internet des objets, c'est ce qui permettra très probablement dans 20 ans de résoudre la question du cancer, de lutter contre le terrorisme, d'organiser le trafic aérien, d'organiser les secours dans les grandes catastrophes humanitaires. C'est ce qui permettra aux supply chains, aux chaînes de distribution de fonctionner 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Tout ça, il y a des milliers d'applications. Et par exemple, ça permettra aussi de régler le problème de la grande dépendance, qui est le plus grand problème qui se profile à l'horizon pour l'État-providence, parce qu'on pourra garder les personnes à la maison. En termes de santé, les personnes très dépendantes, très malades ou très âgées, ou les deux, on pourra les garder à la maison parce que ces capteurs, qui sont, vous ne pouvez même pas imaginer à quoi ils ressemblent, avec des algorithmes incroyablement intelligents et fins, permettent de surveiller les personnes qui sont très dépendantes en les gardant chez elles, avec beaucoup plus de sûreté qu'à l'hôpital même. Je passe sur cette question. Eh bien, cette troisième révolution industrielle, deux modes de communication comme toujours, communication Google, communication de l'Internet physique, et troisième niveau de la troisième révolution industrielle, l'apparition de l'économie collaborative. Le modèle, c'est Airbnb. À l'état chimiquement pur, Uberpop était un bon modèle, mais il a été interdit. Airbnb, je les connais très bien, j'ai passé des heures avec eux, c'est extrêmement intéressant. Airbnb, c'est donc grâce à une application que vous avez sur votre smartphone, la mise en relation de particuliers avec d'autres particuliers. Un particulier qui a un appartement, un particulier qui cherche à se loger et qui passe par telle ou telle ville et qui veut se loger un jour, 2 jours, 3 jours. Et donc l'application met en relation les particuliers avec les particuliers. Il y a, tenez-vous bien, 66 000 chambres Airbnb à Paris. 66 000. Évidemment, conflit avec les hôteliers qui disent « Mais attendez, nous, on a des normes handicap, on a des normes incendie, on a des salariés, on a des murs.
Vous, les particuliers qui vous organisez entre vous grâce à une application, c'est intelligence artificielle, Internet des objets, Big Data. C'est uniquement ça, cette application. Vous n'avez pas de charge sociale, vous n'avez pas de mur, vous n'avez pas de salle de bain, vous n'avez pas de normes incendie, vous n'avez pas de normes handicap, vous n'avez pas de réglementation sociale, etc. Donc concurrence déloyale. La vérité, c'est que les deux ont raison. Et donc on va avoir avec l'économie collaborative, elle est tout sauf collaborative. Et surtout, n'écoutez pas ce crétin de Rifkin, et s'il y en a parmi vous qui le lisent, surtout, méfiez-vous comme de la peste, c'est le plus grand idéologue que toute la Terre ait porté. Il annonce la fin du capitalisme, la fin de la propriété privée. L'économie collaborative, c'est tout le contraire, c'est du super capitalisme. C'est déréglementation, c'est profits colossaux. Je vous donne un exemple Airbnb, c'est 30 milliards de dollars de capitalisation en bourse, le groupe Accor c'est 11 milliards. Ils n'ont pas une cuvette de chiottes, ils n'ont pas un lavabo. C'est déréglementation, c'est profits colossaux, c'est dumping social. Quand vous allez à l'aéroport, quand vous allez chez McDo, vous tapez vous-même votre carte d'embarquement, vous tapez vous-même votre menu, le patron ne paye pas de charges sociales sur le travail que vous faites, ça n'a l'air de rien, mais mis bout à bout, c'est des milliards de gagnés. Et donc, c'est déréglementation, c'est dumping social, c'est profits colossaux, c'est en plus une concurrence d'un type nouveau, c'est ça l'ubérisation du monde. Car ce sont des non-professionnels qui, grâce à l'intelligence artificielle et aux capteurs et au big data, ce sont des non-professionnels qui concurrencent des professionnels. Airbnb, il n'y a pas un hôtelier à Airbnb. Ce sont des gamins qui, grâce à une application, concurrencent les professionnels de la profession. Vous voyez ? Et donc on a là du super capitalisme qui évidemment va détruire des emplois et va en recréer. Amazon, prenons l'exemple d'Amazon, c'est le même problème que 1831, la révolte des canuts. Amazon va très probablement détruire assez rapidement le réseau des libraires en France. Il y a 3000 libraires en France, il en restera 300 dans 10 ans. Il va leur arriver la même chose qu'aux disquaires. Il n'empêche que Amazon crée beaucoup d'emplois. Beaucoup. Simplement, mes amis, et ce sera le problème social, mon ami François, c'est le problème numéro 1. Eh bien, si vous dites au libraire qui ferme sa librairie, mon pote, c'est pas grave parce que Amazon va recréer des emplois, il y a juste un détail, c'est pas les mêmes emplois que le tien, c'est pas pour toi et c'est pas au même endroit, ça va pas le consoler. Et donc on aura un énorme problème, non pas de fin du travail comme le dit bêtement Rifkin, mais un problème de déversement de secteurs anciens vers des secteurs nouveaux. Et ce sera le problème social principal, prolifération de travailleurs indépendants, prolifération de multitâches, prolifération de coworking, prolifération de télétravail et surtout probablement, comme l'annoncent les prévisionnistes, 60% des métiers qui existeront en 2030 sont encore inconnus aujourd'hui. Cette économie collaborative va bouleverser le monde. Et puis de l'autre côté, j'ai dit qu'il y avait 2 retombées de cette 3e révolution industrielle. Il faut que vous ayez l'idée que ce qui va changer le plus, c'est le monde de la médecine. Je vous explique ça très vite, mais il faudrait longtemps, c'est juste pour vous donner l'idée. Dans cette 3e révolution industrielle, il y a 8 innovations qui sont au cœur de sa plateforme technologique et scientifique. Il y a ce qu'on appelle, gardez bien ça en tête parce que vous allez en entendre parler, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, de manière exponentielle dans les années qui viennent. Il y a d'abord ce qu'on appelle les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique. Donc informatique, c'est essentiellement le big data et l'Internet des objets. Et puis cognitivisme, ce qu'on appelle le cognitivisme en anglais, c'est l'intelligence artificielle, dont vous avez vu qu'elle est capable de battre évidemment très facilement le champion du monde d'échecs, mais aussi le champion du monde de jeux de Go, ce qui est beaucoup plus difficile. NBIC, nanotechnologie, je laisse de côté. Mon ami Étienne Klein, qui était là tout à l'heure, a écrit un très beau livre que je vous recommande, qui s'appelle le Small Bang, par opposition au Big Bang, sur les nanos, passionnant. Je ne développe pas, ce serait trop long. Nanotechnologie, biotech. Biotech, c'est 2 choses aujourd'hui essentielles. Il y a beaucoup d'autres, mais il y a 2 choses que vous devez savoir pour comprendre ce qui se passe. Le premier, séquençage du génome humain. Donc pas comprendre, mais en tout cas séquencer complètement l'ADN humain. Il a été achevé en 2003, il a coûté, tenez-vous bien, 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un séquençage de génome humain complet, ça ne coûte pas 2000 €.
Eh bien, quand on fait, par exemple pour le cancer du sein, si on fait, quand vous avez un cancer, si on fait ce qu'on appelle les thérapies personnalisées, si on fait une analyse du génome de la tumeur, du génome des cellules cancéreuses, eh bien, on peut faire des thérapies aujourd'hui personnalisées qui sont 1000 fois plus efficaces qu'avant. Ça commence vraiment à ouvrir un champ de thérapeutique du cancer qui est extraordinairement prometteur. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que l'analyse de ces séquences de mutation de cellules cancéreuses ne peut se faire que grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut comparer entre elles des dizaines de milliers de milliards de mutations de cellules cancéreuses pour arriver à les comprendre et puis arriver à voir quels sont les médicaments qui marchent et ceux qui ne marchent pas sur tel ou tel type de mutation cancéreuse. Et donc on a là vraiment séquençage du génome et intelligence artificielle qui permettent à Google de dire que dans 20 ans, il aura réglé le problème du cancer. C'est peut-être pas vrai dans 20 ans, mais ce le sera dans 30 ou 40. Et Google a mis un partenariat, écoutez bien ça, parce que c'est quand même fascinant, avec 2500 hôpitaux américains pour faire la plus grande banque de données de cellules cancéreuses pour pouvoir justement analyser, grâce à l'intelligence artificielle, ces cellules cancéreuses et pouvoir, encore une fois, faire des thérapies ciblées, personnalisées, qui permettent aujourd'hui vraiment de guérir les gens. Je vous donne juste un exemple, parce qu'on en a parlé beaucoup dans la presse. Angelina Jolie, vous avez vu qu'Angelina Jolie, elle a fait ce séquençage du génome, elle a vu qu'elle avait 90% de chance, ou de risque, chance au sens statistique, d'avoir un cancer du sein, et donc elle a décidé de se faire retirer sa poitrine, parce que le risque était trop grand. Tout ça n'est rendu possible que par le séquençage du génome, voyez. Et deuxième invention dans les biotech, on en parlait tout à l'heure à table avec une dame professeure de médecine qui a parlé ce matin, ou qui parle cet après-midi, je ne me souviens plus. Allez l'écouter si c'est cet après-midi, ça vaut vraiment la peine. Eh bien, on a inventé un sécateur d'ADN, c'est une petite Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui a inventé ça avec une jeune collègue, Jennifer Doudna, sécateur d'ADN qui permet de couper, coller l'ADN pratiquement aussi facilement, et ça ne coûte pas cher, qu'on coupe ou on colle un mot dans un traitement de texte. Ça ouvre des voies à l'ingénierie génétique qui sont inimaginables, notamment sur les maladies qui sont monogénétiques comme la chorée d'Huntington. On peut imaginer qu'un jour prochain, très prochain, on pourra corriger dans le génome de l'embryon humain les cellules, les gènes qui sont abîmés, les gènes qui sont mutés, qui sont abîmés et qui sont responsables d'une maladie. Je ne développe pas ça. NBI, c'est l'informatique, Juste, je vous donne la définition, la bonne définition du big data. Et dites-le à vos enfants ou à vos petits-enfants. Le big data, c'est tout simplement, parce que si vous allez voir un livre, c'est compliqué, on vous parlera des 4V, vitesse, volume, variété, valeur, etc. Bon, non, pas la peine. Le big data, c'est tout simplement toutes les traces que vous laissez sur le web, sur la toile, dès que vous naviguez dessus, que ce soit Google, Instagram, Facebook, Skype, même vous commandez sur Amazon, toutes les traces que vous laissez sont récupérées, ça s'appelle le big data, sont des milliards de traces chaque jour, et ce big data, il est récupéré par les entreprises et il est revendu à d'autres entreprises. Google et Facebook, par exemple, gardent vos datas, c'est-à-dire les traces que vous laissez. Par exemple, vous voulez changer de voiture, vous allez voir sur le site de Peugeot, Renault, je ne sais pas quoi, immédiatement, les traces que vous laissez sont récupérées par les autres entreprises. C'est fait par des algorithmes, c'est fait au millième de seconde. Et vous allez, par exemple, recevoir une pub de BMW ou de Audi, immédiatement. Vous achetez un chargeur d'iPhone sur Amazon, immédiatement, vous recevez une petite pub. D'autres ont acheté aussi telle ou telle chose. C'est fait par des algorithmes qui sont automatiques. Et donc, ce big data, c'est ce que notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole, a appelé l'économie bifront, biface. Vous naviguez sur Google, c'est gratuit, il n'y a pas un compteur qui se met en marche, mais les traces que vous laissez sont récupérées et revendues aux entreprises pour cibler, par exemple, la publicité. Donc c'est gratuit d'un côté, payant de l'autre. Ce qui a fait dire à Tim Cook, le patron d'Apple, cette phrase tout à fait remarquable, « Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». On ne peut pas dire mieux. NBIC, l'intelligence artificielle, c'est pas simplement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, qui est capable donc aujourd'hui de ratatiner sans problème le champion du monde d'échecs ou de jeux de Go, mais on est en train de fabriquer, et peut-être qu'on y arrivera, je ne peux pas vous dire si on y arrivera, personne ne le sait,
L'idée de Google, qui a créé en 2008 une université qui est uniquement destinée à ça, et qui s'appelle l'Université de la Singularité, dans la Silicon Valley, ils veulent fabriquer, au fond, on va dire les choses très simplement, un cerveau artificiel, un cerveau, des séquences de neurones silicone. Et donc on a déjà fabriqué des séquences de neurones qui sont capables de discuter entre elles, par exemple, et qui inventent des codes de discussion, des langages. C'est fascinant. L'idée, c'est de parvenir à fabriquer un cerveau qui serait, comme le nôtre, capable de conscience de soi et d'émotion. Et vous voyez qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux et pas n'importe qui. Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk. Elon Musk, c'est le patron de Tesla, de SpaceX, l'inventeur de PayPal. Donc c'est un des plus grands artisans de cette troisième révolution industrielle. On signait ensemble en juillet 2015 avec 1000 chercheurs, parmi les plus grands dans le monde, une pétition contre l'intelligence artificielle forte. Parce que, comme l'a dit Stephen Hawking, si on produit cette intelligence, si l'humanité invente l'IA forte, ce sera un grand pas pour l'humanité, mais ce sera le dernier, parce qu'on aura inventé une machine darwinienne qui sera, comme toute machine darwinienne, d'abord préoccupée d'éliminer ceux qui peuvent l'éliminer, c'est-à-dire nous. Et Elon Musk a mis 10 millions de dollars de sa poche pour créer une fondation uniquement pour réfléchir sur les dangers de l'intelligence artificielle. Et Elon Musk a dit que s'il devait identifier le plus grand danger qui pèse sur l'humanité, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez comme c'est contradictoire et nuancé ce qu'il faut retenir de ce que je vous dis. Je crois l'intelligence artificielle est ce qui nous permettra très certainement de vaincre le cancer. Lisez le très beau livre de Laurent Alexandre qui s'appelle La défaite du cancer, la victoire sur le cancer. Livre magnifique sur l'histoire de la lutte contre le cancer. Superbe livre, c'est un de nos chirurgiens, un grand chirurgien. Et en même temps, l'intelligence artificielle, c'est aussi les drones militaires qui sont capables de tirer sans aujourd'hui en référer à des humains. Vrai danger. Vous voyez, ce monde va être extrêmement fascinant et en même temps dangereux. NBIC, je vais à l'essentiel, il y a 8 innovations. NBIC, je viens de les évoquer, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et intelligence artificielle. À quoi il faut rajouter les imprimantes 3D. On imprime des cartilages humains, des tissus humains. On imprimera bientôt des foies et des cœurs humains pour les greffer. Imprimante 3D. On a déjà imprimé des maisons entières en imprimante 3D. L'hybridation homme-machine, le cœur du professeur Carpentier, Carmat, ça fonctionne. C'est très cher, mais il fonctionne bien. On va y arriver. Hybridation homme-machine, les patchs de cellules souches, l'usage des cellules souches, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça va changer à la médecine, puisqu'elles sont totipotentes, elles peuvent fabriquer absolument tout ce qu'on veut leur faire fabriquer. Et on peut même, par exemple, aujourd'hui, obtenir des enfants avec 2 papas. On l'a fait avec des souris. Et on peut le faire avec des humains. On prend les fibroblastes, c'est-à-dire des cellules totipotentes, des cellules souches qui sont sous la peau, et on les reprogramme. Et on peut fabriquer avec des ovules et des spermatozoïdes et fabriquer des enfants. On l'a fait sur les souris. Et le fait qu'on le fasse sur les humains n'est qu'une question de temps. Et donc on a là, vous voyez, révolution. Et puis évidemment la robotique. Allez voir, ne me croyez pas, allez voir les robots de Boston Dynamics, la filiale de Google qui vient d'être vendue à Toyota. C'est fascinantissime. Ces bestiaux courent dans la forêt comme vous et moi, et comme ils sont couplés avec l'intelligence artificielle qui est capable, encore une fois, très très facilement de battre le champion du monde d'échecs, on a là affaire à des êtres qui sont tout à fait incroyables, avec une question qui se profile à l'horizon, qui est évidemment la question de la fin du travail. Qu'est-ce que ces robots vont remplacer dans le travail humain ? Je ne peux pas développer ça, il faudrait toute la journée. Je termine simplement avec un petit mot sur ce que c'est que le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est 3 idées qui découlent, comme l'économie collaborative, de cette plateforme technologique qu'il faut comprendre aujourd'hui. Première tâche de nos politiques, comprendre ça. On ne peut pas réguler ça si on ne comprend pas. Ça ne sert à rien, c'est complètement idiot d'interdire Airbnb comme on l'a fait à Barcelone, à New York ou à Berlin. C'est idiot, ça n'a aucun sens. Il faut trouver des compromis intelligents. C'est beaucoup plus difficile. Le transhumanisme, c'est quoi ? C'est 3 idées. 1, passer d'une médecine thérapeutique à une médecine de l'augmentation, amélioration de l'espèce humaine. La médecine, depuis toujours, depuis les Chinois et les Grecs anciens, ça a été une médecine thérapeutique. On appelait le médecin quand on s'était cassé la gueule, qu'on avait un accident, une maladie, il était là pour réparer.
thérapeutique. Le projet transhumaniste, c'est à partir notamment de ce que je viens de vous dire, d'améliorer l'espèce humaine, d'augmenter, enhancement, c'est le mot anglais qui apparaît des millions de fois dans cette perspective. Et ce que disent les transhumanistes, c'est qu'au fond, à la fois les drogues et la chirurgie esthétique sont déjà allées dans cette voie-là. La laideur, quelle que soit la définition que vous en donniez, n'est pas une maladie, et la vieillesse non plus. Prenez l'exemple du Viagra, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est typiquement une médecine de l'augmentation. La pub FIAS est parfaite. Avoir des problèmes d'érection, je veux choquer personne, mais passer 110 ans, c'est pas pathologique. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure bêtement, en vieillissant, les raideurs se déplacent. Et donc, ça fait partie du jeu. Et donc, la médecine de la drogue est déjà une médecine de l'augmentation. Deuxième idée, augmenter quoi? L'intelligence, la force, la résistance? Bon, non, le vrai projet de Google, avec ses filiales, et notamment celle qui a été créée en 2013, qui s'appelle Calico, Californian Life Company, avec des milliards de dollars derrière, c'est d'augmenter vraiment la vie humaine. On n'a jamais augmenté la vie humaine. On a augmenté l'espérance de vie en éradiquant les morts plus ou moins précoces, notamment grâce aux antibiotiques. On n'a jamais augmenté vraiment la vie elle-même, c'est-à-dire qu'on meurt toujours en gros autour de 100 ans. Et encore quand on y arrive. Jeanne Calment, 122 ans, reste le record du monde. Et donc le projet de Calico, c'est d'augmenter vraiment la vie humaine. On a réussi à le faire sur les souris de l'université de Rochester. Allez voir sur Google, c'est fascinant. Ces petites souris, elles sont transgéniques, elles sont modifiées génétiquement, elles vivent beaucoup mieux que les autres, pas de cataracte, pas de maladie cardiovasculaire, pas de cancer, et surtout beaucoup plus grande mobilité. Parce que le but de l'opération, évidemment, c'est pas de vivre complètement gâte dans un fauteuil roulant, c'est de vivre en pleine santé, plus vieux. Le projet philosophique n'est pas inintéressant, je vous le dis tout de suite, c'est, vous connaissez l'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». L'idée, c'est de fabriquer une humanité qui soit jeune et vieille à la fois. Et c'est pas du tout idiot. Je pense que ce projet-là mérite vraiment réflexion. Parce que dans mon journal préféré, Le Figaro, il posait la question l'autre jour, est-ce que vous voudriez vivre 150 ans? Les gens répondent évidemment non, parce qu'ils se disent déjà, attends, j'ai 90 ans, je ne suis pas très en forme, si je devais me tirer encore 60 ans de plus dans un état grabataire, non. Mais la question n'est pas du tout bien posée. La vraie question, c'est est-ce que vous voudriez vivre 150 ans jeune et en bonne santé? Alors là, à mon avis, et puis si vous sortez de chez le médecin qui vient de vous annoncer un cancer de la vésicule ou du pancréas, croyez-moi, vous allez devenir transhumaniste dans le quart d'heure. Tout dépend du contexte de la question. Il y a tellement de gens à aimer, tellement de livres à lire, mes amis, que mourir à 100 ans, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Comme disait mon vieux père, qui a fait cette Deuxième Guerre mondiale effroyable et qui s'est évadé 4 fois des camps nazis, si la guerre était réservée aux plus de 65 ans, il n'y en aurait pas beaucoup, parce qu'on n'est pas plus intelligent à 65 ans qu'à 20, mais on est tellement moins con que ça vaut quand même la peine. Enfin, pour moi en tout cas. Pour moi, je vous assure, je suis 1000 fois moins bête qu'à 20 ans. Et les neurones marchaient pourtant. Et la troisième idée, Calico, donc augmenter la vie humaine, transhumanisme, et surtout, contrairement à ce que les gens croient, Testard en France, pour ne pas le citer. Oui, c'est un eugénisme, mais c'est un eugénisme violemment anti-hitlérien. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on a, en inventant l'État-providence, corrigé, ou essayé de corriger, les inégalités sociales. Eh bien, le temps est venu, disent les transhumanistes, de corriger aussi les inégalités naturelles. Vous avez un enfant qui a la mucoviscidose, vous n'y êtes pour rien, ça vous tombe dessus. Eh bien, le slogan, c'est « From chance to choice », passer de la loterie génétique qui vous tombe dessus à une correction volontaire de cette inégalité, cette injustice génétique qui fait que vous avez un gène muté, un gène tordu, et que vous avez la mucoviscidose ou la chorée d'Huntington, alors que vous n'y êtes absolument pour rien. Ou comme Angelina Jolie, un cancer du sein qui se profile à l'horizon, alors que vous n'y êtes absolument pour rien. Donc corriger les inégalités naturelles après avoir corrigé les inégalités sociales. La nature n'est pas un modèle moral. La nature, elle est aveugle, elle se fout de nous. Elle n'a rien à faire de nous, elle est complètement amorale et injuste. Alors, je conclus, mais il y aurait 1 milliard d'autres choses à dire, mais je conclus, ayant écrit un livre sur
transhumanisme et l'ubérisation du monde. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, la conférence, évidemment, est juste faite pour vous donner l'envie d'aller voir, si ça vous intéresse. Mais il faudrait que nos politiques s'y intéressent. Et ils sont nullissimes en moyenne sur le sujet. Ils ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Et si vous voulez réguler, et il faudra le faire. Il faudra réguler entre les taxis et Uber, entre Airbnb et les hôteliers, entre Blablacar et les loueurs de voitures, et des milliers d'autres problèmes. Et puis il faudra réguler aussi dans le domaine de la biologie. Mais comment voulez-vous réguler si vous n'y comprenez rien ? Ça n'a pas de sens. Et réguler sera très difficile parce que, c'est très technique. Moi, j'ai mis 4 ans à écrire ce livre. J'ai fait 3 ans de biologie à un haut niveau pour comprendre ce qui se passait. 2, ça va super vite. Ça progresse de manière exponentielle. Et 3, c'est mondial, ce qui fait que les régulations nationales n'ont aucun sens aujourd'hui. Au minimum, il faut qu'elles soient européennes. Voyez ? Donc il faut que nos politiques s'attachent à cette question qui va bouleverser le monde de la santé, mais encore plus le monde de l'économie, avec travailleurs indépendants, coworking, télétravail, multitravail, etc. Par exemple, il faudra attacher la protection sociale à l'activité et plus au poste ou au contrat de travail, ce qui est absurde aujourd'hui dans le monde qui vient. Et je ne peux pas développer ça, mais il faut qu'ils s'en occupent. Et là, pour l'instant, dans les débats de la droite, on est dans les années 80 et encore. On est souvent dans la nostalgie des plumes sergent-major, des blouses grises et de Pagnol. Eh bien, ce n'est pas ça qui va faire le monde, pas plus que Daesh. Ce que nous vivons aujourd'hui, et je m'arrêterai avec ça, j'avais parlé l'année dernière du bonheur et de mon hostilité très radicale aux philosophies du bonheur que je trouve mais totalement débiles et en plus absolument mensongères. Ce que nous vivons, et ça n'a rien à voir avec la question du bonheur, mais ça a tout à voir avec la question de la vie bonne pour les mortels. Mais la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels n'est pas la question du bonheur. C'est la question du sens et du sacré. Et ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, j'ai évoqué tout à l'heure ce que j'appelais la révolution de l'amour, c'est l'invention de la famille moderne, l'invention en Europe du mariage d'amour, et donc de la famille fondée sur l'amour, ce qui, comme vous le savez, n'était absolument pas le cas dans les temps anciens, et ce qui n'est toujours pas le cas au Pakistan, au Nigeria, en Inde, où on a affaire à des mariages arrangés, pour l'essentiel. Eh bien, ce que nous vivons, mes amis, et je termine avec ça parce que pour moi, c'est absolument l'essentiel. Nous vivons une révolution dans l'ordre du sacré, c'est-à-dire dans l'ordre du sens. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Le sacré, c'est ce qui définit à la fois le sacrifice et le sacrilège. Et si vous y réfléchissez, je vais très vite, mais c'est l'essentiel. Le sacrifice et le sacrilège, c'est ce pourquoi je pourrais mourir et ce pourquoi je pourrais tuer. C'est-à-dire les grands motifs de guerre. On est mort pour Dieu, les guerres de religion ont été atroces, et elles ne sont pas terminées comme on sait, mais en Europe, elles sont éteintes. Ça vient d'ailleurs. On est mort pour la patrie. La Deuxième Guerre mondiale a fait 60 millions de morts. La première avait déjà fait 18 millions de morts, sans compter les disparus et ceux qu'on a et les blessés qui sont morts après. 18 millions secs, 60 millions. On est mort donc pour la nation, comme je disais, on est mort pour Dieu, guerre de religion, guerre nationaliste, et on est mort pour la révolution, 60 millions ou 70 millions rien qu'en Chine. Le communisme a fait 120 millions de morts. Ce sont les 3 grandes figures du sacré, sacrificiel et définissant aussi ce qui est insupportable, donc le sacrilège, ce pourquoi on meurt et ce pourquoi on tue. Dans la vieille Europe, mes amis, c'est fini. Il y a des patriotes, il y a des croyants, des révolutionnaires, il n'y en a plus beaucoup, mais enfin pourquoi pas, mais pas au sens mortifère du terme. Plus personne n'est prêt à tuer pour Dieu ou à tuer pour la patrie, je demande à voir. Certainement pas comme en 14. Le général Nivelle, 1915, 360 000 gamins qui vont mourir pour prendre le chemin des dames, pour prendre une colline, c'est fini. Aucune famille n'accepterait ça. C'est pas qu'on est moins bon, comme dit l'autre. C'est Zemmour qui dit « Ah, on n'est plus capable de mourir pour les grandes causes. » Mais attendez, mais c'est la meilleure nouvelle du millénaire. C'est pas du tout une catastrophe. Et évidemment que si, qu'on est prêt à prendre les armes, mais pas pour des conneries. On est prêt à prendre les armes. Posez-vous vous-même la question. Pourquoi vous seriez prêt à mourir ou à tuer ? La réponse, qu'est-ce que c'est que le sacré pour vous ? Pourquoi vous seriez prêt à risquer votre vie ? Pour l'immense majorité d'entre nous, les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies, à prendre les armes, ce sont d'abord, des personnes de chair et de sang.
des humains, des personnes, pas des abstractions. Dieu, la patrie, la révolution, ils peuvent toujours courir pour nous, vieux Européens. Je ne parle pas de Daesh. Ce sont des personnes, et évidemment, ce sont d'abord celles qui sont sacralisées par cette révolution de l'amour, ceux que nous aimons. Moi, je vous garantis, je ne suis pas spécialement belliqueux, mais si on touche un cheveu d'une de mes filles, je prends les armes. Et évidemment aussi que si je devais me sacrifier pour une de mes filles, je n'hésiterais même pas un millième de seconde, alors que j'adore la vie. Ça veut dire que le sacré est là. Ce que nous vivons, c'est la sacralisation de l'humain dans la vieille Europe, la divinisation de l'humain dans la vieille Europe. Et c'est une excellentissime nouvelle. Du reste, mon ami François, s'il est encore dans la salle, eh bien, c'est un hommage rendu au christianisme d'une certaine manière. Et donc, ce que nous vivons, c'est cette révolution, encore une fois, du sacré. Et si vous y réfléchissez, le sacré, c'est le lieu du sens de la vie. Parce que ce pourquoi on serait prêt à risquer sa vie, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Et donc, ça n'est pas la question du bonheur. Cette idée qu'on va parvenir au bonheur par soi en ouvrant les chakras, en faisant 3 bonnes actions par jour, en souriant comme Ségolène Royal toute la journée, je lisais ça sous la plume d'un de nos grands psychologues positifs. Faites de votre corps un violon. Mais putain, non. Allez, moi, ça ne va pas être commode, hein, vous savez, j'ai pas... Et puis alors, vous savez, il y a d'autres préceptes. Ne visez pas l'excellence. Oh ben ça, il n'y a pas de danger, moi, mes filles. Ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Mais je voudrais qu'ils viennent à la maison. J'ai 2 couleuvres à la maison, mes 2 filles, elles sont adorables. Mais alors, viser l'excellence et être trop exigeante avec elles-mêmes, je crois que c'est pas gagné, vous voyez. Et donc, non, mais tout ça, c'est un tissu d'ânerie monstrueuse. Et donc, non, ne confondons pas la question de la vie bonne, la question du sacré, la question du sens de la vie, et puis la question de cette espèce de narcissisme délirant qui voudrait que le bonheur ne dépende pas de l'état du monde, mais du regard que nous portons sur le monde, de notre nombril. On est arrivé à ça parce que les grandes idéologies se sont effondrées, il ne reste plus que le nombril. Eh bien non, le nombril, ce n'est pas suffisant pour définir le sens de la vie. Et donc le bonheur est l'idée la plus absurde qui soit. On a des moments de joie dans la vie, on a des plages de sérénité, et il faut les cultiver évidemment. Mais nos bonheurs, en tout cas terrestres, après on peut être croyant, mais nos bonheurs terrestres, ils sont par définition fragiles et éphémères. Ça les rend d'ailleurs d'autant plus précieux. C'est des moments de joie. Mais l'idée qu'on pourrait être heureux partout parce qu'on aurait, comme les stoïciens ou comme les bouddhistes ou les taoïstes, on aurait la sérénité en soi, hein. Alors se méfier de l'avoir, être dans l'être, etc., le qualitatif plutôt que le quantitatif, et que le bonheur dépend du regard sur soi. Non, tout ça est de la blague, ça rend les gens malheureux parce qu'on vise un idéal qui étant inaccessible, il est toujours culpabilisant. Mon ami Pascal Bruckner, que vous avez écouté tout à l'heure, avait d'ailleurs écrit un très beau livre qui s'appelait « L'euphorie perpétuelle » où déjà, je suis entièrement d'accord avec lui, il montrait qu'il y a une tyrannie du bonheur. Et dans mon livre là, que je viens de sortir, j'ai regardé les enquêtes américaines qui montrent que plus les gens visent le bonheur, plus ils sont malheureux. Et c'est très intéressant, parce que c'est un idéal qui est inaccessible, et du coup il est culpabilisant, ce que Nietzsche appelle nihilisme. Voilà, je voulais vous dire ça. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la révolution du sacré, c'est la révolution du sens. Ces nouvelles donnes de l'économie et ces nouvelles donnes de la biologie et de la médecine, ça ouvre des progrès absolument fantastiques. Donc je suis extrêmement enthousiaste sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des dangers qui sont aussi grands. Mais j'en parlais tout à l'heure avec François Bayrou. N'oubliez jamais une chose, que ce qui compte, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est ce qu'on en fait. Les Khmers ont bousillé 3 millions de personnes avec 0 technologie. Les nazis, c'est 60 millions de morts, 0 technologie, enfin des chars et des fusils, mais rien des avions, des bombes, rien des nouvelles technologies. Et donc les Arméniens, pareil. Donc les grandes catastrophes humanitaires de l'humanité, elles se sont développées sans technologie. Et le problème n'est pas la technologie en tant que telle, le problème c'est ce qu'on va en faire. Et pour l'instant, cette 3e révolution industrielle, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan médical, elle nous ouvre de formidables progrès. Cessons d'être pessimistes. Merci de votre attention.